Bonjour à tous, merci encore de votre fidélité. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce tout nouveau numéro de School TV Le Mag. 30 minutes sur la scolarité de vos enfants, avec à chaque fois, vous le savez, une thématique forte. Et c'est toujours avec Alix Nguyen. Salut Alix. Salut Patrice. Aujourd'hui, un sujet ô combien sérieux qui nous préoccupe forcément. Gros plan sur le SBS pour syndrome du bébé secoué. Au moins 400 enfants victimes chaque année, chiffre très certainement sous-estimé. De quoi parle-t-on plus précisément? Élément de réponse dans un instant. Avec nos invités SBS, la parole se libère, mais qu'en est-il aujourd'hui de la prévention en France? Pourquoi le syndrome est-il si méconnu du grand public? Comment améliorer l'information pendant le parcours de grossesse et aussi après? Là aussi, on en débat avec nos invités. Et puis Alix Antaloup, tu nous parles de Marie Salvatori. Son bébé a été secoué et elle raconte son calvaire dans son dernier roman. Un livre pour en parler, l'expression orale. L'expression orale, je vous présente sans plus tarder mes invités. Aude Laffitte, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de venir parler de ce sujet ô combien important. Vous êtes militante, protection de l'enfance et présidente de l'association AVI Bébé Secoué. Je précise le site internet associationavi.fr. Et on est en Skype avec Gwenaëlle Saulnier-Bogue. Bonjour Gwenaëlle. Bonjour. Vous êtes la maman d'une petite Perrine qui était donc mortellement secouée. Les auteurs, je le précise, ont été condamnés à 13 et 15 ans de prison. Aude Laffitte, pour ce qui vous concerne, vous, le procès est en cours. L'instruction est en cours. Aude Laffitte, pourquoi vous êtes engagée pour cette cause? Eh bien, je me suis engagée parce que mon fils a été mortellement secoué. Et là, j'avais l'impression de connaître ce qu'était cette violence du bébé secoué, parce que j'en avais entendu parler dans les médias. Mais finalement, je la connaissais pas si bien que ça. Et surtout, je me suis rendu compte qu'aucun professionnel de santé ne m'en avait jamais parlé. Et que j'avais plein de fausses idées, et qui était le cas de tous les gens autour de moi également. Et qu'on connaissait très mal cette violence-là, et qu'il fallait que ça change pour qu'on puisse... Encore aujourd'hui? On en parle mal, du SBS? On en parle plus. En revanche, on a encore tendance à banaliser cette violence et à déresponsabiliser les auteurs. J'entends par là qu'on entend encore assez régulièrement ça peut arriver à tout le monde. Alors que non, violenter un enfant au point de le tuer, heureusement, tout le monde n'en est pas capable. Mais ça, voilà, ça donne un message déjà qui est malheureux et qui presque excuse l'auteur de la violence. C'est pratiquement un accident, c'est pratiquement pas de sa faute. Autre idée reçue, j'entends souvent que ce sont les mères épuisées qui vont secouer, qui risquent de secouer leur bébé. Alors que quand on regarde les auteurs, c'est d'abord les pères, ensuite les assistantes maternelles, et les mères représentent moins de 10% des auteurs, alors même que ce sont celles qui passent le plus de temps avec un bébé et qui sont les plus épuisées. Mais donc, la fatigue n'explique en rien la maltraitance envers un tout petit. Gwenaëlle Saulnier-Bogue, vous êtes en Skype avec nous, vous témoignez vous aussi aujourd'hui. Si vous témoignez jour après jour, c'est parce qu'il y a un tabou à briser en France en 2024. Oui, tout à fait. Comme le disait très justement Aude, le SBS aujourd'hui, on donne presque des excuses en effet aux auteurs. À chaque fois, on dit voilà, vous étiez à bout, etc. Alors que non, pas du tout. La personne est totalement consciente de ce qu'elle fait, puisqu'on sait qu'un nouveau-né, forcément, si on le secoue, on va forcément lui faire du mal. Alors, soit l'handicaper, avoir des séquelles autres, ou alors engendrer carrément le décès. Donc, effectivement, quand on secoue un enfant, on sait pertinemment ce qu'on est en train de faire. On sait tout de suite qu'il va y avoir des séquelles, des conséquences. Après, les conséquences sont plus ou moins dramatiques suivant les cas. Mais oui, aujourd'hui, le SBS n'est pas reconnu à sa... Je ne vais pas dire à sa juste valeur parce que ce n'est pas la bonne terminologie, mais n'est pas reconnu comme un vrai cas de maltraitance et n'est pas traité en tant que tel. Gwenaëlle, qui était Perrine? Perrine, c'était ma fille, ma première fille. Donc, elle est née en 2013. Donc, c'était un bébé
vraiment, vraiment, vraiment très cool. Elle était, enfin, c'était le bébé rêvé pour tous les parents d'un premier enfant. Et donc, elle est allée chez une assistante maternelle et elle allait avoir 10 mois, 3 jours après son décès. Donc, elle est décédée en 2014, le 21 mai. Et en fait, elle a présenté donc des violences répétées, de la maltraitance à plusieurs reprises, de la part de son assistante maternelle, mais aussi de son mari. Et donc, elle est décédée des suites du SBS. Malheureusement, on a dû prendre une décision qui était très difficile et qu'aucun parent ne devrait devoir prendre. C'est que voilà, notre fille, son cerveau ne fonctionnait plus, ses organes ne fonctionnaient plus, et on a pris la décision de la débrancher. Aude Laffitte, qui était Timothée? Timothée, c'était mon fils. Et il a été secoué quand il avait 2 mois. Et il est décédé 5 jours plus tard. Et comme Gwenaëlle, effectivement, cette décision difficile de devoir le laisser partir parce que son cerveau ne fonctionnait plus non plus. Vous comprenez rapidement que c'est grave? Je comprends rapidement que c'est très grave, oui. Oui. Quand je retrouve mon fils à l'hôpital, il est dans le coma. Donc évidemment, je comprends que c'est très grave. En revanche, je mets du temps à accepter qu'il ait pu être maltraité. Ça, c'est quelque chose de très difficile. On n'a pas envie que son enfant puisse être maltraité. C'est inconcevable. Néanmoins, la réalité est là. Et il faut accepter cette réalité-là. Et ensuite, laisser les médecins faire ce qu'ils peuvent, s'ils peuvent faire quelque chose. Et puis sinon, se battre, comme je le fais depuis, pour la prévention et pour espérer que ça n'arrive pas à d'autres enfants. Et ça arrive au moins à 400, entre 400 et 500 enfants. Ouais, on parle de 500 bébés secoués chaque année. Alors, officiellement. Officiellement. Voilà. Donc, il y a aussi tous ceux à qui on ne fait pas passer les examens, donc à qui on va pas pouvoir poser le diagnostic. Et ça, là-dessus, c'est ça qui est effrayant, c'est qu'on dit que le chiffre tous les experts s'accordent à dire qu'on est dans une sous-évaluation du chiffre, évidemment. Mais c'est une maltraitance qui se passe toujours à huis clos, donc dans l'intimité d'une maison, avec uniquement un adulte et un bébé. Donc, pas de témoins autres, et avec un tout petit. Donc, les victimes, elles ont moins de 1 an, dans 2 tiers des cas, moins de 6 mois. Pas de témoins, les aveux qui sont rares. Et donc, du coup, ce bébé, évidemment, il ne peut pas se défendre et surtout, il ne peut pas dénoncer. Donc, ça serait à l'auteur de pouvoir dire ce qu'il a fait, sauf que les aveux sont extrêmement rares. On obtient des aveux uniquement dans le cadre des procédures quand on met les auteurs face aux faits, et qui sont comme acculés, qui peuvent plus faire autrement, et encore, ça reste très rare. On a très peu d'aveux et les gens s'enferment dans une forme de déni ou de honte, ou je ne sais pas très bien ce qui se passe dans leur cerveau, mais c'est... Et ce sont les médecins qui vous ont amené à la conclusion que Timothée avait été maltraité? Oui, immédiatement. Enfin, le diagnostic était très clair, il n'y avait aucun doute. Gwenaëlle, est-ce que le diagnostic, dans votre cas, était difficile à établir? Alors non, dans le même cas que Aude, en fait, très très vite, quand Perrine a été prise en charge à l'hôpital, les médecins nous ont tout de suite dit qu'en fait, elle présentait tous les symptômes d'un bébé secoué. Et que donc, s'enclenche toute une procédure avec un signalement au procureur de la République, etc. Donc, par contre, nous, c'est quelque chose, un peu comme Aude, en fait, on a eu du mal à l'accepter parce qu'on s'est dit, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi? Et nous, on soupçonnait absolument pas la nourrice et du coup son mari, puisque c'était une maman, donc en fait, pourquoi elle allait secouer notre fille? Et j'avoue que c'est très très compliqué à entendre, et on s'est posé 1 milliard de questions à se dire peut-être qu'elle a une malformation, peut-être que ça devait arriver, mais pas qu'on lui ait fait du mal en fait, et qu'on lui ait fait du mal intentionnellement.
Ça, c'est très, très difficile à l'encaisser, en fait, en plus de tout ce qui se passe, parce que tout va très, très vite. Ça nous paraît une éternité, mais tout va extrêmement vite. Ça fait beaucoup de choses à encaisser d'un coup. Et oui, non, on ne veut pas se dire que notre enfant a été maltraité. En ce qui vous concerne, Gwenaëlle, le procès est terminé. Les 2 auteurs ont écopé de 13 et 15 ans de prison. L'assistante maternelle et aussi le mari de l'assistante, c'est ça ? Je récapitule. Alors, en fait, on a eu 2 procès. Donc, un premier procès en première instance et ensuite un procès en appel. Dans le premier procès, la nourrice a eu 8 ans et son mari 15 ans de prison. Et lors du procès en appel, elle a eu, je crois, 5 ou 7, et lui, plus que 12. Dans quelle mesure, mesdames, et je vous pose la question à vous, Aude, dans quelle mesure communiquer, comme vous le faites aujourd'hui, prévenir, participe à votre reconstruction, si c'est possible? Reconstruction, c'est pas le bon terme. Je sais pas, j'arrive même pas à parler de deuil, parce que perdre un enfant, c'est pas dans l'ordre des choses, ça devrait jamais arriver. En revanche, c'est important aussi, d'une part, pour... moi, je peux plus rien faire pour mon fils. En revanche, je peux agir pour les autres enfants, pour que ça ne leur arrive pas. Donc ça, c'est important. Et puis oui, c'est aussi, c'est aussi pour ma fille, puisque j'ai une petite fille qui s'appelle Louise, qui a bientôt 10 ans. Et voilà, lui dire que de ce grand malheur, on peut aussi faire quelque chose, transformer tout ce chagrin en quelque chose de positif qui va servir et protéger les autres enfants. Gwenaëlle, comment vous faites, vous, au quotidien, pour transformer justement ce grand malheur en positif? Alors, nous, on a mené pas mal d'actions au tout début. Après, on suit ce que Aude fait très régulièrement. Après, je ne vous cacherai pas que être toujours au plus proche, en fait, voilà, de victimes qui sont dans le même cas que nous, d'être toujours confronté, en fait, à ce difficile constat, parce que finalement, Perrine, ça va faire 10 ans qu'elle est décédée. Ça fait 10 ans que les choses ont un tout petit peu évolué, mais vraiment pas grand-chose. Donc, ça vous reconfronte à une réalité, et parfois, on préfère un petit peu s'éloigner de tout ça pour se reconstruire. Voilà, pour évoluer avec nos enfants. Nous, on a eu 2 autres enfants après le décès de Perrine. Donc c'est vrai que eux, par exemple, quand ils nous posent des questions sur leur sœur, pourquoi je peux pas jouer avec, pourquoi elle est pas là, et de quoi elle est morte, et voilà, il y a plein de questions qui se bousculent. Et voilà, c'est compliqué de leur dire les choses. Pour l'instant, ils sont encore trop petits. Ils ont 8 ans et demi et 6 ans pour leur dire réellement ce qui s'est passé. On leur dit juste qu'elle avait une maladie pour le moment. Mais voilà, ils sont conscients qu'ils ont une sœur, qu'elle n'est plus là. Donc oui, il y a des choses qui vous reconfrontent tout de suite à la réalité. Et parfois, se replonger là-dedans, c'est compliqué. C'est compliqué parce que nous, finalement, on est punis toute notre vie. Alors que vous avez vu les peines qu'ont eues les 2 personnes qui ont tué notre fille, 12 et 8 ans, c'est pas grand-chose. Alors que nous, c'est jusqu'à la fin de notre vie, en fait, qu'on est punis, entre guillemets. Gwenaëlle, comment est-ce que vous avez vécu le processus judiciaire? Oula. Alors, très, très compliqué, très complexe. Je vais être très concise. En fait, la justice française ne porte, je vais être très, très dure dans mes propos, ne porte aucun intérêt et aucune valeur, en fait, à la partie civile. C'est-à-dire que Perrine n'étant plus là, Perrine, en fait, était un numéro de dossier. C'était pas un bébé, en fait, qui était mort, qui avait été tué par des personnes, c'était juste un numéro de dossier. Donc, parfois, il faut un petit peu réhumaniser tout ça. Et donc, on a obligé, en fait, nos avocates à présenter un certain nombre de photos pour que les gens puissent se rendre compte que oui, c'était un bébé, oui, c'était une petite fille, et oui, c'est pas juste un numéro de dossier et un prénom qu'on dit comme ça. On n'est pas considéré dans le sens où on a très peu d'actions, en fait, qu'on peut mener, nous, en tant que partie civile,
puisqu'en fait, Perrine n'est plus là, donc elle ne peut pas se défendre. Donc c'est nous, en tant que parents, qui se sont constitués partie civile. Et puis, par exemple, dans le cas où il y a eu un appel, il faut savoir que en fait, la partie civile ne peut pas faire appel si elle n'est pas, entre guillemets, en adéquation avec la peine qui a été retenue. Il n'y a que, en fait, les accusés, le ou les accusés, qui peuvent faire appel. Ça, je trouve ça complètement... c'est absolument illogique. Et puis, le temps des procédures est extrêmement long. Et encore, nous, ça a été assez rapide parce que notre cas était assez complexe et il y avait pas mal de choses qui commençaient un petit peu à bouger, même si voilà, c'est pas encore suffisant. Mais voilà, on est sur des procédures qui durent au minimum 3 ans, 4 ans, et il y a encore des parents qui sont en procédure, ça fait 7-8 ans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, déjà c'est compliqué de perdre un enfant, mais en plus de se mettre dans cette machine juridique, à essayer de comprendre certaines choses, d'attendre encore, d'avoir des expertises, on ne comprend pas ce qui se passe, c'est extrêmement compliqué à vivre et ça vous remet en fait dans toute cette phase qui était déjà très complexe à vivre et non, vraiment c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Aude Laffitte, en préparant cette émission, vous m'avez même dit que vous connaissez une maman qui attend depuis 14 ans et qui juste connaît la date du procès. Ouais, ça y est, elle a eu enfin une date, mais ça fait 14 ans que son enfant a été tué. Et il n'y avait pas eu jusqu'à maintenant de procès. Donc le procès va avoir lieu cette année. 14 ans. 14 ans. Et effectivement, comme le dit Gwenaëlle... On précise que c'est pas à Paris. Alors on sait qu'à Paris, effectivement... Ouais. Mais comme le dit Gwenaëlle, c'est des procédures extrêmement longues. Et en fait, ça rajoute de la souffrance à la souffrance. Quand on attend 5 ans, 6 ans, 8 ans, 14 ans... 14 ans, enfin c'est comme si la société disait c'est pas important, c'est pas urgent. Je veux dire, des enfants qui meurent du fait de la violence d'adultes, ça devrait être la priorité des priorités. On est bien d'accord. Gwenaëlle parlait effectivement de ce côté déshumanisé de la justice qui accole un numéro au final. C'est vrai qu'on il faut réhumaniser tout ça ou... En tout cas, ce qui est certain, c'est que quand on parle de bébés, on a tendance, enfin c'est ce qu'on voit dans les peines données au final, on a tendance à considérer que la vie d'un enfant, et a fortiori d'un bébé, vaut moins que la vie d'un adulte. Et on se dit, mais c'est 2 mois de vie qui ont été enlevés, alors que non, c'est 80 ans de vie qui ont été retirés à cet enfant. Et ça, je pense qu'il faut vraiment changer le regard là-dessus. C'est pas juste un bébé, ils ont des prénoms, ces bébés. Ils ont vécu, ils méritaient de vivre toute une vie. Et on leur a enlevé cette vie. Je suis désolé de vous poser cette question qui va très certainement, mesdames, vous paraître idiote, mais c'est une question de quelqu'un qui ne connaît véritablement pas bien ce dossier. Est-ce qu'il y a des profils de parents ou de personnes plus à risque quand on parle de violences faites aux enfants pour ses parents? Ah oui, des parents violents. Des parents violents. Ce sont des adultes violents qui maltraitent les bébés. Donc c'est des adultes qui, quand ils sont face à un bébé, et vont se retrouver seuls surtout, parce que c'est des gens qui, en société, ne feront pas de mal à ce bébé. Ils savent très bien se contenir quand il y a du monde autour. Donc je le répète, ça se passe toujours dans l'intimité d'une maison, jamais dans un parc, jamais dans les transports en commun, jamais. Donc c'est pas. Et puis c'est une violence répétée aussi, ça on l'a pas dit. Mais alors une seule fois suffit pour tuer ou handicaper à vie un bébé. En revanche, lorsque l'enfant ne tombe pas dans le coma immédiatement et ne décède pas, dans plus de la moitié des cas, l'auteur va réitérer cette maltraitance-là. Avec, on a eu des aveux d'auteurs qui avouaient entre un épisode de secouement et 30 épisodes de secouement. Donc sur plusieurs jours, plusieurs semaines, parfois plusieurs mois, jusqu'à l'épisode fatal. Qui fait que là, on peut remonter, mais tous les autres épisodes d'avant ont été cachés. À chaque fois, c'est l'équivalent du coup du lapin, quoi. Enfin, à chaque fois qu'on exactement, ça. Nourrisson, quoi. Oui, en fait, ça va mettre l'enfant KO immédiatement, comme un boxeur qui se prend un coup de poing. Donc, l'enfant, c'est sûr, il va être assommé.
Et puis, il va parfois sembler s'en remettre. En revanche, les lésions dans le cerveau, parce que ça ne se voit pas de l'extérieur, l'enfant, il ne saigne pas, mais son cerveau saigne. Et les lésions, elles existent bien. Et les séquelles, elles seront là. Mais les séquelles, elles ne vont apparaître parfois que des années plus tard. Parce que, alors selon les enfants, il y a différentes séquelles, avec des handicaps plus ou moins visibles, et dans les cas les plus graves, alors soit l'enfant décède, et s'il ne décède pas, c'est des enfants qui ne parleront jamais, qui ne marcheront jamais, qui ne pourront pas s'alimenter tout seuls. On va observer les séquelles au fur et à mesure des apprentissages que l'enfant est censé faire. Par exemple, la marche. Si un bébé est secoué à 2 mois, on ne va pas pouvoir immédiatement savoir s'il sera en capacité de marcher ou pas. En revanche, autour de 1 an, 18 mois, on va bien voir que non, il n'accède pas à la marche ou plus tard à la parole. Et puis, il y a beaucoup de séquelles, du coup, qu'on va pouvoir observer aussi à l'entrée à l'école, avec des incapacités à se concentrer, des troubles, et puis des difficultés à pouvoir se lier aux autres, des terreurs, voilà, tout le spectre aussi des handicaps invisibles, mais qui sont néanmoins là et très handicapants pour un enfant qui est en train de se construire. Et ça, le développement de l'enfant, c'est jusqu'à ses 18 ans, c'est même plus tard, le cerveau est totalement mature entre 22 et 25 ans. Donc voilà. Et toutes ces séquelles, elles peuvent arriver au fur et à mesure. Donc on parle de consolidation à 18 ans. À 18 ans, on peut faire un point en disant « Ok, voilà, là, on sait à peu près l'intégralité des séquelles ». En revanche, quand une séquelle qui arrive, l'enfant la gardera toute sa vie, devra grandir avec cette séquelle et la gardera en tant qu'adulte aussi. Gwenaëlle Saulnier, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux parents et peut-être plus précisément aux jeunes parents aujourd'hui? C'est peut-être de ne pas hésiter à demander de l'aide? Bien sûr, il faut demander de l'aide. Et puis, ce n'est pas une honte de se dire mince, là, c'est pas possible, il faut que quelqu'un s'en occupe, il faut que j'aille m'aérer. Enfin voilà, c'est absolument pas ça. Et encore une fois, le SBS, c'est pas, comme beaucoup le disent, j'ai pété un câble, j'ai secoué mon bébé. Non, c'est pas ça. Parce qu'il y a la différence entre les gens, c'est de se dire mince, j'en peux plus, le bébé m'excède, et passer à l'acte. Et c'est ce passage à l'acte qui fait toute la différence entre un secoueur et quelqu'un qui ne le fera jamais. Donc, c'est pas être à bout, en fait, d'être un secoueur. C'est bien au-delà de ça. Comme le disait Aude il y a quelques minutes, ce sont des gens qui vont paraître extrêmement bien en société, très investis, qui vont être très loquaces, qui vont être avenants, qui vont être extrêmement méticuleux avec leurs enfants, beaucoup trop précautionneux même parfois. Et puis, quand la porte de la maison elle est fermée, et là, c'est tout autre chose et c'est un masque qui tombe et c'est pas du tout la même chose. C'est pour ça que le profil des secoueurs est extrêmement compliqué en fait à détecter, parce que c'est pas écrit sur vous et c'est pas un comportement spécifique qui va donner l'alerte. Ça peut être des petites traces, des bleus, des petites choses. Je donne un exemple, par exemple, qui a été fait sur Perrine. Mais par exemple, sa nourrice l'a forcée à manger en lui appuyant très fortement sur la bouche. Ça, ce sont des choses qui ont été détectées par le médecin légiste. On ne le savait pas, on ne l'a pas vu. Parce qu'en fait, elle le faisait de manière tellement bien pour pas que ça ne se voie. Donc en fait, nous, on ne l'a pas vu. Parce que vous doutez bien que si on avait vu ça, on aurait un petit peu tiqué. Mais c'est pour ça que je dis, les personnes qui sont secoueurs sont véritablement en fait des gens un peu fourbes et qui vont cacher une vérité qui n'est pas bien jolie à voir. Donc des parents qui vont avoir un enfant, ils vont pas avoir cette envie et ils vont pas avoir ce passage à l'acte parce que s'ils n'ont pas ce profil-là, en fait, ils ne le feront jamais. Aude, j'ai lu des mamans dire qu'elles auraient voulu être mieux informées pendant la grossesse et même après, étant jeune maman, étant jeune parent. Mais en vous écoutant toutes les deux, j'ai le sentiment que ça ne changera pas forcément la donne parce qu'on parle de personnes avec des profils très particuliers. Alors, l'information, la sensibilisation, elle est importante. Déjà,
pour parler des conséquences de mort et de handicap. Parce que, alors, si on sait que la personne qui secoue un bébé est consciente qu'elle est en train de faire du mal à l'enfant, pour autant, est-ce qu'on peut être certain qu'elle veut le tuer? Je ne sais pas. Donc, donner déjà cette première information, c'est important. Après, ça suffit pas du tout. Je suis bien d'accord avec vous. Et il faut mettre en place d'autres choses. Alors, quand on sait que l'auteur le plus courant, c'est le père, déjà, peut-être arrêter de s'adresser constamment à la maman et avoir des politiques de prévention à destination des papas. Donc, et ça doit commencer pendant le parcours de grossesse. Donc, de la même façon qu'il existe des groupes pour les mamans, nous, on essaye de mettre en place des groupes pour les papas, pour les futurs papas et pour les papas de tout jeunes enfants. Et d'ailleurs, c'est cette mise en relation des deux qui est intéressante, puisque quand l'enfant est encore dans le ventre de la maman, on est dans une parentalité fantasmée, idéalisée, rêvée. Et évidemment, quand on parle de maltraitance, tout de suite, les gens vont dire non, mais moi, ça ne m'arrivera jamais. Et puis, c'est surtout qu'ils ont du mal à pouvoir ne serait-ce qu'en parler. Et puis, quand on les met au contact des jeunes papas, des papas de nouveau-nés, qui, eux, arrivent en expliquant la réalité de ce qu'ils vivent et combien c'est en décalage avec ce qu'ils imaginaient quelques mois auparavant. Là, il y a un dialogue qui s'instaure et c'est intéressant et c'est très riche. Et dans ces moments-là, on peut commencer à parler de la gestion de sa violence. On est bien sur ça. De la même manière que quand on est en voiture et que quelqu'un freine trop tard et rentre dans notre voiture, on a tous envie de sortir de la voiture et de régler son compte à cette personne-là. Sauf que quand cette personne, elle fait 2 mètres et 100 kilos, on est vite capable de se calmer. Oui, en général, on se dit c'était pas une bonne idée. Voilà. Sauf que là, dans le cadre de la violence du bébé secoué, l'enfant, il fait 50 cm et il pèse quelques kilos. Et puis, personne ne regarde. Et c'est là où il faut faire un travail sur vraiment la gestion de la violence de certaines personnes. Et ces groupes peuvent être là aussi pour identifier des comportements et pouvoir ensuite orienter ces personnes pour faire un travail de ce point de vue-là. C'est l'heure de la loupe d'Alexei Nguyen. Alix, tu nous présentes aujourd'hui Marie Salvatori, une auteure dont le dernier ouvrage porte sur le syndrome du bébé secoué. Oui, son livre s'appelle « On a secoué mon bébé », un vrai cri d'alerte quand on sait qu'il est tiré d'une histoire vraie, la sienne. À 5 mois, sa fille, aujourd'hui âgée de 11 ans, est victime du syndrome du bébé secoué. Et à travers ce livre, Marie partage son expérience avec l'idée de sensibiliser parents et professionnels de la petite enfance. Alors pourquoi un tel livre ? Tout simplement parce que déjà à l'époque, l'idée de pouvoir écrire sur ce que nous avions vécu, sur ce qu'elle a vécu elle aussi, était déjà présente et l'opportunité m'a été donnée de pouvoir le faire maintenant. Grâce à ce livre, je peux partager avec les lecteurs toutes les émotions, tout le cheminement que nous avons pu faire pour pouvoir surmonter toutes ces épreuves. Et je pense que c'est important de pouvoir témoigner d'un événement qui, malheureusement, fait encore trop souvent la une des journaux. Ce livre, Marie l'affirme, a aussi eu des vertus thérapeutiques pour elle. Tout est fidèlement transposé de l'expérience réelle. Le récit est presque brut, puisque seuls les prénoms des protagonistes ont changé. Marie relate le jour où, comme à leur habitude, les parents d'Alice la récupèrent chez sa nourrice. Cependant, cette fois, elle pleure et vomit abondamment. Inquiets, ils la conduisent aux urgences pédiatriques où le diagnostic est posé et marque le début d'une longue épreuve. Les séjours à l'hôpital, les signaux
signalements, les gardes à vue, l'enquête. Dès le départ, les parents sont en effet suspectés de maltraitance. C'est la double peine. 2 batailles simultanées s'engagent alors, l'une pour la survie de la petite Alice et l'autre visant à faire éclater la vérité. Un combat qui aura duré presque 10 ans. Gwenaëlle, c'est à travers les récits qu'on fera changer les choses. Oui, il faut en fait lever la parole sur le syndrome du bébé secoué, parce que malheureusement, oui, ça arrive et ça n'arrive pas qu'aux autres. On en est la preuve avec Marie, avec Aude, et puis il y a plein d'autres parents qui sont dans ce cas-là. Et puis, voilà, dès que, en fait, en tant que parent, si vous avez un doute, le moindre doute, surtout, n'hésitez pas, faites-vous confiance. Vous avez un instinct, vous êtes le parent de votre enfant, c'est vous qui connaissez le mieux votre enfant. Si vous avez le moindre doute, n'hésitez pas à aller voir des professionnels, votre médecin traitant, le pédiatre, aller à l'hôpital, etc. Et si ce diagnostic, voilà, vous paraît un petit peu étrange, n'hésitez pas à aller en voir un autre. Voilà, il faut pas s'interdire quoi que ce soit. Il ne faut pas se dire, non, mince, j'ai des pensées un peu bizarres, c'est pas possible, elle peut pas faire ça, il peut pas faire ça, c'est pas possible. Si, malheureusement, c'est possible. C'est possible. Donc, faites confiance à votre instinct. Si vous avez le moindre doute, surtout, vous n'hésitez pas. Et encore une fois, c'est pas parce qu'on est à bout par notre bébé, etc., qu'on passera à l'acte. Ça n'a rien à voir. Il y a, entre guillemets, comme l'expliquait Aude tout à l'heure, on va dire des prédispositions en termes de caractère, de personnalité, de comportement. Donc, ça ne fera jamais de vous un potentiel secoueur, on va dire, inavoué. Donc, faites-vous vraiment confiance si vous avez... s'il y a quelque chose qui vous interpelle chez votre bébé, faites-vous confiance et voilà, n'hésitez pas. Même conseil ? On écoute sa petite voix intérieure ? Oui, complètement. Après, c'est toujours difficile de penser spontanément à de la maltraitance. Et même au niveau des professionnels de la petite enfance ou de la santé, il y a ce besoin de rappeler que, oui, malheureusement, des tout-petits sont maltraités aussi. Donc, il faut en parler et puis pouvoir se dire que potentiellement, ça peut arriver et pouvoir reconnaître, comme l'a dit Gwenaëlle, Alors, il y a les gros signaux quand l'enfant est dans le coma, évidemment, ou en poupée de chiffon, mais il y a aussi des plus petits signaux, des plus petits symptômes qu'il faut pouvoir connaître et comprendre que là, il y a urgence à prendre en charge médicalement l'enfant, parce que c'est malheureusement souvent le retard de recours aux soins qui fait qu'on a 20% d'enfants qui décèdent et 75% des bébés survivants qui auront des séquelles à vie. Merci d'être venu nous voir à vous aujourd'hui. Merci beaucoup, Aude Lafitte, militant de protection de l'enfance. Et donc, je rappelle votre association, l'association AVI. Le site internet, c'est associationavi.fr. Un grand merci à vous aussi, Gwenaëlle, pour votre témoignage. Gwenaëlle, Sonia Bogue, on espère vous revoir très bientôt pour continuer, bien évidemment, à parler de ce sujet ô combien important pour le MAC chez School TV. Alix, on se retrouve demain ? À demain. À demain.